Bonjour à tous. Format un petit peu particulier aujourd'hui pour cette heure de l'IA. On est en hybride. Euh, donc on accueille dans la salle des participants à notre AI Camp. Ça va être intéressant parce que on va pouvoir recueillir toutes vos questions et les poser à notre invité Antoine. Je vais te laisser te présenter juste après. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a Antoine du MIC et Antoine de Microsoft. Il faudra préciser quel Antoine. Voilà, on est aujourd'hui à la quatrième heure de l'IA, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'heure de l'IA, pour rappel, c'est le format qu'on a lancé à la rentrée. L'objectif, c'est de faire des lives euh, où on accueille un invité, on échange avec lui, on lui pose pas mal de questions autour de l'intelligence artificielle. Ça permet de mettre en relation vous, les dirigeants, vous, les PME, avec les différents acteurs de l'IA en Belgique. Euh, L'objectif, c'est aussi de vous inspirer au travers des cas d'usage, des discussions qu'on a avec ces invités, et de faire aussi ce petit travail de veille, à savoir quelles sont les nouveautés IA, les sorties récentes, etc. etc. Euh, voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le MIC, donc Antoine et moi, on est le MIC. Le MIC, on est le facilitateur d'adoption des technologies émergentes en Wallonie. Donc on vous accompagne dans l'adoption des technologies émergentes, dans l'adoption de l'intelligence artificielle. On effectue cette mission depuis 15 ans maintenant, grâce à nos partenaires, la région Wallonne, Digital Wallonia et Microsoft. Grosse introduction, mais justement, je rebondis sur Microsoft. Aujourd'hui, on accueille Antoine Engelen. Déjà, merci d'être là. Je vais peut-être te laisser te présenter et expliquer un petit peu ce que tu fais chez Ça Microsoft. roule. Merci pour l'invitation. Moi, chez Microsoft, je suis conseiller technologique. Donc, en gros, je suis là pour accompagner mes clients dans les différentes solutions qu'on a. Donc, je couvre l'entièreté de notre portefeuille de solutions et je dois les accompagner dans l'implémentation de projets. Alors, je peux être accompagné de profils plus spécialisés en fonction du type de projet. Donc, voilà un peu mon rôle. Ok, Ok, parfait. Juste pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez poser des questions à n'importe ce quel que j'allais moment. dire. Juste on les répétera à haute voix pour les micros que ce soit plus facile. Mais n'hésitez pas à lever la main, c'est aussi interactif, donc n'hésitez vraiment pas par rapport à ça. Mm, ouais. Je vais rebondir, on va commencer à poser directement quelques questions à Antoine. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc, dans le parcours d'adoption de l'intelligence artificielle, de l'implémentation des technologies d'IA, un petit peu quels sont les pièges à éviter pour une bonne adoption? Ce que tu constates un petit peu toi aussi sur le terrain, un petit peu ton retour, Ouais. vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'adoption, les stratégies d'implémentation des différents outils? Enfin, voilà, un petit peu ton retour par rapport à ça. Ok, top. Peut-être déjà, je vais commencer par dire que tout ce que je vais vous dire, c'est mon retour d'expérience. Donc, je ne peux pas parler au nom de Microsoft, donc ce qui permettra d'être un peu plus libre aussi dans ce que je vous raconte. Euh, pour moi, quand on met en place un projet d'IA, c'est important déjà de le faire en lien avec la stratégie de l'organisation. Et donc de se dire, ben, je pense que maintenant, on est tous conscients que l'IA va apporter un gain de productivité. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'organisation va faire de ce gain de productivité? Et donc, est-ce que l'objectif, c'est d'améliorer le service vers les clients, vers les citoyens? Est-ce que c'est réduire les coûts en interne, etc. Donc, je pense qu'il faut être très transparent sur, quand on fait des projets d'IA, comment est-ce qu'ils vont s'intégrer dans la stratégie globale de l'organisation? Et il va falloir le communiquer. Parce que l'IA, ben, ça soulève quand même malgré tout pas mal de peur au sein des employés. Les employés ont peur d'être remplacés par l'IA. Ouais. Ils ont, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés à adopter ce type d'outils dans leur vie privée, ils se sentent un peu en décrochage par rapport à leurs collègues qui sont beaucoup plus à l'aise avec ces outils-là. Donc il y a pas mal de craintes qui vivent chez les employés. Et donc le fait d'être transparent dès le début sur les objectifs, de les communiquer et d'intégrer, d'impliquer les employés, ben, ça facilite. Parce que sinon on se retrouve avec des bloqueurs plus tard dans l'implémentation, ça pose peut-être problème. Donc une fois qu'on a une idée de ce qu'on veut faire avec l'IA, parce que le but c'est pas de faire de l'IA pour de l'IA, hein, donc il faut bien aller répondre à des besoins métiers. Il va falloir aussi pouvoir bien prioriser les différents cas d'usage qu'on veut explorer. Et donc là, typiquement, on va regarder à des choses, tiens, est-ce que le projet que je veux faire, il est risqué d'un point de vue légal ou autre? Mhm. Est-ce que le projet, il est faisable? On va regarder la faisabilité. Est-ce qu'il implique beaucoup d'acteurs, peu d'acteurs, etc. Mais donc on va se faire en fait une espèce de matrice décisionnelle qui va nous permettre de pouvoir bien sélectionner les projets sur lesquels on veut travailler. Parce que les idées, elles vont fuser, hein, elles vont arriver des Mhm. métiers. Ça va être aussi important de faire en sorte que ce que j'ai vu aussi, mais c'est plus le cas dans des grosses organisations, c'est que l'IT va vouloir d'abord réfléchir à mettre en place une gouvernance
et être elles-mêmes à l'aise avec l'IA avant de pouvoir offrir des services aux métiers. Ce qu'on voit, c'est que les métiers, ben, ils ont goûté à l'IA dans leur vie privée et autres. Et donc, le Mm. risque, c'est que les métiers commencent à faire de l'IA par eux-mêmes, du shadow IA. Et donc, on a des outils qui commencent à proliférer dans les organisations qui ne sont pas du tout gérés par l'IT. Et donc, le gros challenge pour moi des équipes IT, c'est de pouvoir, dans une terre un peu inconnue, un sujet sur lequel ils maîtrisent pas tout, de pouvoir quand même, assez rapidement, de manière agile, aller proposer des choses au métier, les prendre à bord et de construire de manière itérative. Alors, on va pas réussir du premier coup, mais une fois qu'on a sélectionné nos projets, ben, il faut être OK avec le métier en disant, ben, il y a des risques. Alors, on va peut-être pas réussir, mais on va le faire ensemble et puis on va apprendre, nous comme vous, à faire ces projets. Donc ça, c'est, je pense, en gros, moi, ce que je vois comme retour Ouais, c'est un bon d'expérience. retour théorique. Peut-être que je vais aller un petit peu plus dans la pratique. Donc, tu as parlé qu'il y avait pas mal d'idées qui reviennent, qui fusent certainement. Il y a pas mal de choses qu'on voit en démonstration aussi. Donc, toutes les lives, des nouveaux produits démonstration. J'aimerais bien un petit peu savoir quels cas d'usage sont vraiment concrets, ceux qui sont souvent utilisés, parce qu'il y Ouais, a des types de cas d'usage que tu retrouves plus souvent. ouais. Quels sont un peu ces types de cas d'usage, quoi? Donc pour moi, il y a un peu deux familles d'IA. Il y a le fait d'avoir un assistant personnel, et ça va être mon compagnon de tous les jours dans ma vie de travail qui va améliorer ma productivité. Et donc de se dire, ben, chaque personne va utiliser son compagnon un peu à sa sauce va se l'approprier et va avoir un gain de productivité personnelle. Donc ça, c'est une partie. Et ça, c'est souvent un trajet qui est pris assez tôt par les organisations. Et Donc en ça, c'est un parallèle, outil totalement personnel, hein. C'est pour toi, enfin pour toi, pour moi, pour toute notre personnel, équipe, mais quoi. quand même offert par l'IT, enfin Ouais, offert. ouais, Donc gouverné, géré, pour être sûr que tous les aspects de sécurité, de gouvernance, ouais. etc. soient pris en compte. À côté de ça, là où on pense que le plus gros impact de l'IA se trouve, c'est d'aller intégrer l'IA dans les processus métiers. Et donc se dire, ben tiens, on va regarder les processus métiers, on va aller les améliorer avec du l'IA. Alors typiquement, ce qu'on voit, ce que les organisations font pour commencer, c'est de dire, on va faire un cas d'usage interne. Donc justement, la question du risque dont je parlais tout à Mm. l'heure, le fait d'exposer un outil IA à l'externe, hein, à la clientèle, aux citoyens, etc., ben, il y a un risque. Parce que si on donne une mauvaise réponse, si l'IA a halluciné, ben, on se retrouve dans des situations qu'il faut gérer. Et donc souvent, les organisations nous disent, ben, on veut commencer avec des cas d'usage internes. Et c'est un bon conseil, c'est justement de commencer en interne. Mais je pense oui, parce que du coup, ça permet aux organisations de mieux appréhender l'outil, d'être plus familier, et puis après de pouvoir ouvrir vers l'extérieur. Et donc, les deux cas d'usage que je vois presque partout, c'est finalement un chatbot interne sur les questions RH. Mm. Et donc là, ça peut être ben, des bêtes questions comme comment ça marche les congés paternité dans mon entreprise, combien de jours de congés je peux reporter d'une année à l'autre. Donc vraiment les questions un peu bateaux qui sont normalement dirigées vers les ressources humaines. Mais ça peut être des trucs un peu plus avancés aussi, par exemple pour l'onboarding de nouveaux employés. Donc de se dire, tiens, on a un nouvel employé, on va pouvoir lui offrir une expérience IA qui va faciliter son onboarding, puisqu'en fait l'IA, c'est un compagnon qui a beaucoup de patience et qui va pouvoir expliquer 25 fois les mêmes Mm. questions. Peut-être que l'employé aurait peur de poser parce que gênante. Donc ça, Mm. c'est première famille de cas d'usage, hein, les chatbots RH à destination des employés. Et la deuxième, c'est les chatbots IT. Et donc typiquement, ben, comme l'IA est offerte par l'IT dans l'entreprise, ben, eux, c'est typiquement ce qu'ils mettent en avant en premier, c'est de dire, ben, nous-mêmes, IT, on reçoit beaucoup de demandes qui sont souvent les mêmes, hein. Comment est-ce que je mets en place l'authentification multifacteur sur mon téléphone pour accéder à mes emails. Mon PC ne démarre plus, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la procédure? Et donc, c'est offrir un outil qui permet de répondre avec IA à ce genre de questions aux employés. Et Ok. c'est compliqué à mettre en place? C'est les outils, enfin, c'est les deux familles qui sont le plus souvent mises, mais est-ce que c'est parce que c'est les plus simples aussi à mettre en place ou pas spécialement? Bah, ça va un peu dépendre de à quel point la base de connaissances est bien faite. Donc, si par exemple vous avez des documents PDF avec une FAQ, et vous avez une question, et puis à chaque question, donc comment reporter des jours de congé d'une année à une autre, tac, vous avez une réponse claire. Si vous avez ce genre de document hyper simple, en quelques minutes, on peut mettre en place ce genre de solution. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des organisations où ben, les procédures, elles existent dans la tête des gens, elles Ouais. sont parfois écrites quelque part, parfois ailleurs, il y a des versions qui se contredisent. Et donc là, il y a un travail en fait de nettoyage un peu de la base documentaire pour pouvoir mettre. Mais en soi, la construction d'un chatbot pour répondre à ce genre de choses est simple, mais c'est plutôt le travail va résider dans la qualité de la donnée pour aller alimenter Ouais. ces chatbots. Ok. Et tu as pas mal de retours positifs justement de cette intégration de chatbot, si t'en as ou pas? Oui, tout à fait. Ben,
Ben donc en général, alors ce qui est intéressant avec ce type de cas, c'est que on peut assez facilement y associer des KPI, hein. Donc pouvoir dire ben, quelles sont les métriques qu'on va pouvoir utiliser pour mesurer si oui ou non c'est efficace dans l'organisation. Typiquement, quand vous mettez en place ce genre de truc dans les plus grosses organisations, ben, c'est l'IA qui va prendre en charge le premier contact avec l'employé. Et puis si l'employé n'est pas content, n'a pas sa réponse, vous escaladez vers un humain. Et donc, aller regarder ben, quel est le taux d'escalade vers l'humain, ben, ça, c'est Mhm. un métrique qui est assez simple à calculer et qui va pouvoir justement dire si l'outil est efficace ou non. Mhm. Ok. Ouais, parfait. Peut-être justement, on va se retourner vers ce type d'outil. Donc, comme il y a Copilot, tu connais certainement fort Ouais. grâce à Microsoft. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une licence à mettre en place. Ils n'ont pas assez en tête tout le travail qu'il y a derrière. Quels seraient tes conseils avant juste d'installer Copilot? C'est pas juste un bouton, c'est pas juste une licence. Quels seront tes conseils justement pour que Ouais. Copilot fonctionne d'une bonne manière, enfin d'une bonne manière? Donc, donc ça, justement, donc Copilot, déjà, c'est un nom un peu parapluie chez nous, hein. Donc, on a été mettre Copilot dans absolument tous nos outils. Mhm. Et donc, effectivement, quand on dit Copilot, souvent on pense à la version Copilot pour Microsoft 365. Donc, c'est le compagnon de productivité générale qui va aller s'alimenter de mes données qui viennent de mes emails dans Outlook, de mes conversations dans Teams, de mes documents dans les SharePoint auxquels j'ai accès, de mes documents dans mon OneDrive, etc. Donc, ça, je pense que c'est de ça qu'on parle. Ouais. Donc, quand on commence un trajet Copilot, effectivement, il y a un peu des checks sanitaires à faire dans un premier temps. On va déjà regarder où sont les données. Parce que si on a des organisations qui disent, bah, nous, les données, elles sont pas dans la SharePoint, nos boîtes mail, elles sont pas dans le cloud, elles sont on-prem, bah, là, on va avoir très peu de valeur ajoutée à Mhm. l'outil. Et donc, c'est de se dire, ben, puisque ça va aller alimenter de données qui vivent dans l'écosystème M365, c'est aller vérifier que l'écosystème 365, bah, les fondations sont en place et que les données sont dans le cloud. Pour Une avoir f- de quoi alimenter ton copilote, en Ouais, fait. Ok. exact. Parce que tu vois, moi j'ai des organisations, leurs données ne sont pas dans SharePoint par exemple. Ouais. Et donc quand ils posent des questions sur des procédures internes, ben, Copilot ne répond pas, puisque Copilot n'a pas accès aux données qui sont dans des systèmes un peu plus legacy qui tournent dans leur data center. Ok. Euh, mais donc une fois que les fondations du 365 sont mises en place, ben alors là, on va pouvoir assez facilement aller déployer Copilot. Le gros point d'attention, c'est vraiment l'adoption utilisateur. Donc avec un de mes clients, c'était assez intéressant. On a fait 2 groupes de tests. Donc on avait un département avec des profils plus techniques, typiquement des ingénieurs, etc. Et donc eux ont dit, bah non, nous, on n'a pas besoin de parcours d'accompagnement. Nos profils, ils sont techniques, ils aiment bien la technologie, on va juste leur donner la licence et ils vont Ok. s'amuser avec. Et dans les autres départements, des profils un peu moins techniques, un peu moins familiers avec la tech, bah là, on a fait un vrai parcours d'accompagnement avec une société externe locale où ben, on fait vraiment des sessions où on leur apprend les outils, on apprend à quoi ça sert, on va les aider, les accompagner à prompter, on va un peu regarder leur journée de travail habituelle pour voir quels sont les points où l'IA pourrait vraiment les aider, etc. Euh, donc on a fait ça pendant plusieurs mois et puis après, on a envoyé le même sondage de satisfaction et d'impact sur la productivité, sur le bien-être au travail, aux 2 groupes. Et les différences étaient gigantesques en fait. Donc le groupe qui avait pas reçu d'accompagnement, même si soi-disant Mhm. c'est des profils, ils n'avaient pas besoin, ben, ils avaient un faible taux de satisfaction et un faible impact sur leur travail. Là où l'autre groupe, ben, on avait des taux qui étaient vraiment super, quoi. Donc il faut absolument pas négliger le fait que ça nécessite un accompagnement utilisateur. Ouais. Parce que, ben, je le disais tout à l'heure, il y a certaines craintes qui sont liées à l'IA. Les employés, ben, ils ont peur d'être remplacés, ils ne savent pas à quoi ça sert, etc. Mais aussi parce qu'il faut avoir les bonnes pratiques, il faut pouvoir savoir comment ça va se comporter, le type de domaine où ça va être fiable versus moins fiable. Donc je pense que c'est vraiment le point primordial. Et, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais avec, bah, par exemple, un assistant, un agent pour les RH, Ouais. comment tu gères auprès justement de l'équipe RH les inquiétudes qu'ils peuvent avoir avec le Alors fait en que... général, moi ce que j'ai vu, c'est que ces gens-là, ils sont ravis. Parce que dans leur métier, la partie où ils doivent répondre toujours aux mêmes questions aux employés, Ouais, c'est c'est chiant la pour eux. partie qui ne les intéresse pas. Mm. Et donc, c'est justement l'idée ici, c'est de dire, bah, en fait, on va vous décharger des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. On va les déléguer à l'IA et vous, vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches qui sont propres à votre métier d'RH et qui ont le plus de valeur ajoutée, quoi. Ok, ok.
Ouais, je vois une question là derrière. Tu peux répéter la question. C'est quoi pour toi un bon accompagnement justement pour le déploiement? Parce que qu'est-ce qu'on met derrière ça? Donc, c'est Ouais. quoi pour toi un bon accompagnement? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Je répète la question. Ça, c'est c'est une excellente question. Je pense que ça va être aussi un peu dépendant du type d'organisation dans lequel on se trouve. Mais je pense qu'il faut, c'est quelque chose dans lequel il faut quand même pas mal investir. Donc moi, ce que j'ai vu, les accompagnements qui marchaient bien, c'était, ben, on commence par des sessions d'information avec tout le monde, où on prend vraiment le temps d'expliquer l'IA, parce que c'est toujours plus facile d'appréhender un outil quand on comprend un peu son fonctionnement. Alors pas d'en aller dans les détails, mais ça permet de ne pas avoir l'effet black box, ouh là là, c'est quoi ce truc, c'est de la magie. Donc le fait de prendre le temps d'expliquer un peu comment ça fonctionne, d'expliquer ce que c'est l'outil, comment on va l'utiliser. Et puis alors après, ce qu'on voit qui fonctionne bien, c'est de faire des groupes de travail par fonction, par exemple, par type de fonction. Donc on va prendre tous les gens qui travaillent à la com ensemble et on va vraiment analyser leur métier et on va dire, ben, tiens, l'IA pourrait vous aider pour ce type de tâche. Et aussi, ce qui fonctionne assez bien, c'est de créer cet aspect communautaire, de se dire, euh, les gens vont pouvoir partager leurs bonnes pratiques et on doit faire en sorte qu'il y ait vraiment un sentiment de confiance pour faire en sorte que les gens, ben, s'ils ont expérimenté de leur côté avec l'IA et ils ont trouvé quelques prompts qui fonctionnent bien pour un type de tâche, ben, les inciter à mettre ça en avant dans la communauté, les partager avec les autres. Nous, ce qu'on a fait en interne, parce que assez intéressant, hein, au début du déploiement de Copilot, on a remarqué, nous, en interne chez Microsoft, qu'on n'utilisait pas assez Copilot. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on veut évangéliser ces outils si nous-mêmes on ne l'utilise pas? Et donc, il y a eu une campagne d'adoption en interne. Et donc, ce qu'on a fait, ce qui a assez bien fonctionné, c'est un peu de gamification. Donc, c'est-à-dire que les départements ont été mis en compétition les uns contre les autres. Ok. Et donc, il y avait des métriques assez claires, hein. C'était le taux d'adoption, enfin le daily active users, donc les utilisateurs actifs journaliers sur la plateforme. Et donc ça, c'était le métrique qui permettait de définir si un département était gagnant versus un autre. Et alors, chaque département devait nommer ses propres champions. Et donc, les champions essayaient justement de créer un peu du fun autour de ça, de partager les prompts qui fonctionnent bien. Et on a vu, maintenant, je pense, en Belgique, qu'on a un taux daily active user un peu au-dessus de 90%. Oui, ok. Donc, c'est quand même une grosse Ouais, adoption. quand même. Donc, après, on a vu des projets copilotes qui ne fonctionnent pas parce que quand on ne prend pas le temps vraiment d'accompagner les utilisateurs, et l'utilisateur il va avoir le réflexe de se dire, OK, il va tester un truc. Et il faut bien se dire que Copilot, il n'est pas dans la tête de l'utilisateur qui va l'utiliser, hein. Et tout type d'IA d'ailleurs. Et donc, il faut bien contextualiser son prompt pour pouvoir avoir des réponses qui soient satisfaisantes. Ouais. Et ça, c'est pas un réflexe naturel. Quand on fait des recherches Google, on met des mots-clés, quoi. Donc, Ouais, ouais. l'utilisateur, si on lui a pas bien expliqué ça, il va l'utiliser une fois en mettant des mots-clés, en pensant que l'IA sait ce qu'il y a dans sa tête. Et puis, il va avoir un résultat qui ne serait pas satisfaisant. Et puis, il va se dire, oh, bah, ça marche pas ce truc, il va passer à autre Mhm. chose. Mais c'est vrai que, ouais, on parle de prompt engineering, toutes les techniques de prompting, mais en fait, même avant ça, juste arriver à traduire ce que tu as en tête et l'écrire, c'est déjà bien. Enfin, Ouais. tu verras une différence avec la réponse de l'IA, quoi. Ah, il faut pas non plus surcomplexifier le prompt. Ouais. Enfin, le prompt engineering, moi, ça me fait toujours un peu rire. L'idée, c'est juste de. Imaginons, Copilot, c'est un stagiaire Mm. qui est hyper malin et qui parle super bien français. Ah, et d'autres langues d'ailleurs. Et donc, votre stagiaire, il vient, c'est son premier jour, il est à côté de vous. Et vous, vous lui demandez directement de faire une tâche métier. S'il n'a pas le contexte de votre métier, il va avoir du mal à la faire. Ouais. Donc, il faut bien prendre le temps d'expliquer, ben voilà, en fait, pour faire cette tâche-là, d'habitude, j'utilise ça, ça, ça. Et si vous prenez juste cette bonne pratique dans votre prompt, ben, vous allez avoir des résultats qui seront bien plus satisfaisants. Mais de devoir se mettre une rigueur de, ben, en fait, la première partie, c'est mon contexte, ensuite, c'est la tâche, ensuite, pas besoin, je pense. Ouais, Il faut ouais, juste avoir un prompt ouais. qui soit bien contextualisé, qui explique. Ou des bonnes données derrière, quoi, aussi. Ouais, aussi. Ouais. Et moi, j'ai une question. À partir de quand tu considères que ton travail est fait, enfin, que l'adoption est réussie, tu vois? À partir de quand tu dis c'est bon, Bah, je pense que qu'est-ce que tu mesures c'est jamais fini ni exactement? réussi, Oui, déjà. puisque c'est des outils qui évoluent tellement vite. Et d'ailleurs, c'est un gros challenge qu'on rencontre hein, dans les organisations, c'est que ben, habituellement, quand on sort un outil IT, on va sur l'intranet ou on va mettre des petites fiches avec des captures d'écran de l'outil. Mm. Hein, vous devez cliquer là, et ça va faire ça, ça, ça. C'est très déterministique en fait. Et ici, on est sur un outil qui n'est pas du tout déterministique. On ne sait pas prédire ce que l'outil va dire, et puis il va évoluer vraiment vite. Donc ça chamboule un peu, donc il faut apprendre aussi aux gens à être curieux,
de tester, de ne pas avoir peur de faire des choses qui ne vont pas donner des bons résultats, et avoir ce réflexe justement de se dire, ben, tiens, je suis confronté à une nouvelle tâche, est-ce que l'IA pourrait m'aider dans cette tâche-là, et de tester. Ouais, c'est une gymnastique à développer en fait, c'est Ouais, une nouvelle gymnastique à développer. ouais. Moi, je vais peut-être reprendre un petit peu. On parlait de data, donc la crainte de bien effectuer une bonne base pour Copilot. C'est aussi une crainte, la data, du fait qu'on en parlait ici justement un petit peu avant cette heure de l'IA, on en parlait ici avec tout le monde. C'est la crainte d'avoir parfois des dossiers qui ne soient, alors on pense pas disponibles pour d'autres utilisateurs. Donc, typiquement un RH qui laisse un dossier qui est visible par tout le monde. Quelles sont les bonnes manières? Est-ce qu'on doit étiqueter? Enfin, comment on effectue un petit peu pour, si on a un SharePoint qui est mal travaillé, comment sont les premières touches à regarder en se disant, OK, je vais peut-être étiqueter tout ça pour que les personnes n'aient pas accès à ça. Quelles sont les premières étapes à faire pour avoir un bon SharePoint, pour Ouais. après avoir un bon Copilot? Donc, je pense qu'ici, le risque que tu mets en avant, c'est que les outils comme Copilot, en fait, ils vont faciliter l'accès aux données. Alors, déjà, peut-être pour préciser, Copilot va toujours construire ses réponses sur base de données qui sont accessibles à l'utilisateur qui l'utilise. Ok. Donc, si l'utilisateur n'a pas accès à un document, son Copilot, qui est personnel, ne va pas utiliser ce document pour écrire sa réponse pour l'utilisateur. Donc, ça, c'est important de noter. Ce qu'on constate par contre, c'est que effectivement, jusqu'ici, beaucoup d'organisations se sont assez peu souciées finalement de savoir si les droits d'accès étaient bien faits, si les bonnes personnes avaient accès aux bons documents, etc. Parce que comme il n'y avait pas d'outils de recherche performants, ben, même si on a un document sensible qui est accessible à toute l'organisation, vu qu'il n'y a pas d'outils de recherche performants, ben, les gens ne Mm. vont jamais tomber dessus. Et donc on se dit, ben, on est sécurisé. Ok. Et donc, effectivement, l'IA apporte ce risque-là, puisque si le document est accessible et que l'utilisateur va poser une question en lien avec ce document, eh bien, l'utilisateur va plus facilement avoir accès à une donnée qui est sensible auquel il ne devrait pas avoir accès. Donc, en fait, ça met en lumière un problème qui est indépendant de l'adoption de Copilot ou de l'IA, Mm. mais qui est important parce que c'est la surface de risque est augmentée de par cette adoption. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement de commencer un trajet pour pouvoir avoir une bonne politique de sécurisation de la donnée. Alors, c'est pas simple, hein, un trajet, parce que ça Ouais. commence par définir dans l'organisation, OK, quelles vont être nos catégories de données. Puisqu'on sait que dans une organisation, probablement, il y aura que 3 à 10% de données hypersensibles et que le gros de la donnée n'est pas sensible. Et donc, pourquoi aller investir beaucoup d'efforts dans la sécurisation de la donnée qui est publique? Ça a peut-être peu de sens. Donc, l'intérêt, c'est de commencer par justement pouvoir déterminer nos classifications de la donnée. Par exemple, public, interne, confidentiel, hautement confidentiel. Et puis, sur base de ça, mettre en place des mécanismes de sécurisation de la donnée, de rétention de la donnée, etc. Ça, c'est un projet qui est pas si simple parce que chaque équipe va avoir son propre avis et puis il va falloir vraiment habituer les équipes à avoir la discipline de respecter ce genre de choses parce que ça va un peu à l'encontre de la collaboration, hein. Donc moi, chez Microsoft, quand j'ai un document, par défaut, il est confidentiel. Et donc si je veux le partager, ben, je dois faire quelques clics en plus pour le partager à un collègue. Donc une perte de productivité parce Mm. qu'on sécurise les données. Et donc il va falloir trouver ce juste équilibre. Après, quand on déploie Copilot, il y a des outils qui viennent avec la licence qui sont justement faits pour faciliter ça. Et donc, par exemple, on va vous mettre des dashboards qui vont mettre en lumière ben, la liste des sites SharePoint, hein, donc des espaces documentaires qui sont à risque. Et donc, pourquoi? Parce qu'on remarque qu'il y a trop, par exemple, trop de personnes qui ont accès à un SharePoint. Mais aussi des SharePoints où plus personne n'a été dedans depuis très longtemps. Donc, Mm. à quoi ça sert de garder les accès si la donnée n'est pas utilisée par le métier? Donc ça, c'est un type d'outil. Après, dans votre trajet de classification de la donnée, de labellisation de la donnée et puis d'application de règles de sécurité sur la donnée, là aussi, on va pouvoir utiliser l'IA pour faciliter. Et donc, par exemple, si vous voulez simplement vous conformer au RGPD, ben, vous allez devoir identifier où sont vos données à caractère personnel. Ben, ça, l'IA peut le faire. Aller repérer une adresse, un nom, un email, l'IA va pouvoir le faire pour vous et on va pouvoir vous donner une liste de tous les endroits dans votre écosystème M365 et autres, si vous mettez en place des connecteurs, où il y a de la donnée à caractère personnel. Ok. Moi, je vais rebondir sur quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, justement avec l'accès aux données, la sécurisation, la sécurité de ces données. Euh, donc Copilot, Microsoft, entreprise américaine.
comment ça se passe au niveau de la protection et de l'accès aux données chez nous en Europe, tu vois, par rapport aux Ouais. US, on parlait du Cloud Act, Patriot Act, etc. Ouais. Tu pourrais peut-être rebondir un petit peu plus là-dessus. Ouais. Dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, ils peuvent accéder à nos données autant qu'ils veulent, ils peuvent pas, etc., etc. Alors, j'aime bien toujours commencer parce que souvent on met Microsoft avec les GAFAM. Euh, Moi, j'aime bien quand même rappeler que Microsoft, la toute grande majorité de notre business model, c'est des services aux entreprises. Donc, on n'est pas une entreprise qui a pour business model le citoyen et la donnée du citoyen. Ok. Donc ça, c'est important parce que nous, on a des risques réputationnels liés à ça. De ce fait-là, quand on vend nos services à des entreprises sur le sol européen, automatiquement, les contrats vont être signés par des filiales de Microsoft qui sont des filiales européennes qui suivent le droit européen. Donc, on va déjà garantir qu'on va respecter les lois européennes à nos clients. Ensuite, on donne la garantie que dans l'utilisation de l'IA, la donnée ne va jamais sortir de l'espace économique européen, donc en phase avec le RGPD. Donc, c'est l'Union européenne plus les quelques pays. Donc la donnée ne va pas sortir de l'espace économique européen, mais en plus, les données utilisées, donc les prompts que vous allez écrire à Copilot, les réponses, mais aussi les documents que Copilot a été puisé pour construire ces réponses, toutes ces données-là ne seront pas servies, ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles. Donc déjà, on ne les envoie pas chez OpenAI. Ouais. Donc derrière Copilot, ben, c'est les outils, c'est les modèles d'OpenAI. Ouais, ouais. Mais de par notre partenariat, en fait, dès qu'ils ont fini un modèle, ils nous le donnent. Et nous, on le déploie dans nos infrastructures. Et donc, la donnée ne quitte jamais nos infrastructures et l'environnement sécurisé des clients. Et alors, on garantit qu'on ne va pas l'utiliser pour entraîner les modèles. Alors, c'est beau de le garantir, mais aussi on le met contractuellement. Et on a des audits par des sociétés externes pour en fait donner la confiance à nos clients que ce qu'on dit est la vérité, c'est audité. Mm. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, ouais, Pour moi, ça répond en tout cas. Je sais pas Il y si- avait Ouais, il y avait ouais, le Cloud Act carrément. que tu mentionnais. Oui, on a parlé du Cloud Act, c'est pas facile à dire aussi. Ouais. Donc le fait qu'ils puissent potentiellement accéder à des données sensibles dans des contextes sensibles aussi chez nous. Donc ça, c'est effectivement une crainte assez généralisée, et je la comprends, hein, surtout dans le contexte géopolitique actuel. C'est de dire, ben, quid si un gouvernement étranger, et en particulier ici, tu fais référence au gouvernement américain, fait une demande d'accès à mes données d'entreprise, en tant que moi, entreprise belge, sur le sol européen. Euh, donc nous, par défaut, la demande sera refusée, et on ne donne pas accès aux entreprises, aux données des entreprises européennes au gouvernement étranger. Donc peu importe la raison, par défaut c'est. Par ils défaut, peuvent c'est pas. refusé parce qu'aux yeux du RGPD, en fait, nous, on est juste un subcontractor en anglais. Donc nous, en fait, l'entreprise, elle est responsable des données, elle est contrôleur des données, et nous, on va être un contractant et on va juste offrir des services sur base de ce que l'entreprise nous demande. Donc les données ne nous appartiennent pas. Et donc, à partir du moment où les données ne nous appartiennent pas, automatiquement, on dit non et on redirige vers l'entreprise européenne. Alors, il peut arriver, dans certains cas, je pense par exemple à des enquêtes contre le terrorisme, le trafic humain, etc., où il y a des clauses de non-divulgation qui sont associées à la demande. Euh, Ça veut dire que le client final, qui est propriétaire des données, ne peut pas être au courant de la demande parce qu'il y a une enquête en cours. Dans ces cas-là, nous, on va vérifier la base légale. euh, et si c'est en accord légal avec les lois de l'Europe, puisque effectivement, dans le RGPD et d'autres règles en Europe, il peut y avoir des échanges de données dans ces contextes précis-là. Eh bien, dans ces cas-là, on va demander à des indépendants, des cabinets d'avocats indépendants, de vérifier la légalité de la demande, et on peut être effectivement amené à donner accès si c'est une demande qui est légale. Donc c'est des cas super particuliers et Ouais. rares, quoi, du coup, je suppose. Mais donc ça, on est très transparent là-dessus. Donc on a des dashboards sur notre site web où en fait on va donner le nombre de demandes qu'on a reçues, le nombre de divulgations d'informations, etc. Et donc ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on a dû donner aucune donnée d'entreprise européenne à des gouvernements étrangers jusqu'à présent. Ok. Ok. Et ça, c'est aussi bien dans l'écosystème M365 que sur Azure, parce que sur Ouais. Azure, il y a aussi la possibilité de créer des projets avec des modèles qui ne sont pas forcément d'OpenAI, que ce soit DeepSeek, donc un peu tous les modèles. Ça reprend le cas aussi pour ces modèles-là. Donc les données ne vont pas être réentraînées sur base de ces modèles-là. Enfin, les modèles, par exemple, DeepSeek ne va pas
réutiliser les projets, enfin, les données du projet que j'ai mis pour réentraîner le modèle par Non, la suite. exact. Donc, à chaque fois que vous déployez, alors il y a des variantes hein, sur Azure. Donc, il y a certains modèles, je pense par exemple à Anthropic, où là, ben, vous le verrez, hein, c'est clairement dit, là, vos données vont aller chez Anthropic. Ok, Et ouais. donc là, en fait, nous, ça ne rentre pas dans notre cadre de protection, puisque c'est plus nous qui avons le contrôle. Et donc, dans ces cas-là, ben, on vous le dit, c'est à vous de faire gaffe et d'aller voir Anthropic et de demander un peu, eux, les règles qu'ils ont mis en place pour sécuriser vos données. Sinon, pour la grande majorité des modèles qu'on déploie sur Azure, c'est dans nos data centers avec nos règles de protection. Ouais. Ok, ok. Une autre question là, c'est un peu plus sur la question outils. Donc, beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises utilisent pas mal d'outils, que ce soit de différents écosystèmes, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une vraie plus-value d'utiliser tout dans un seul écosystème? D'utiliser par exemple tout du Microsoft, tout du Google, ou c'est peut-être avoir une bonne plus-value aussi d'utiliser un petit peu de partout? Quelle est la plus-value d'utiliser que l'écosystème Microsoft par exemple? Alors, je pense que dans le cas de l'IA, il y a un intérêt à de construire des applications qui ne sont pas dépendantes de modèles spécifiques. Parce qu'on sait que les modèles, ils évoluent très vite. Et donc, en fonction du cas d'usage, on va avoir des nouveaux modèles qui vont être plus performants, qui vont améliorer la qualité ou diminuer les coûts. On va aussi avoir des modèles qui vont être entraînés pour des contextes industriels. Donc, on va avoir Mm. des modèles qui vont être plus fine-tunés pour la médecine et ce genre de choses. Donc, je pense que c'est intéressant dans un projet d'IA de développer des applications qui sont agnostiques du modèle. Par contre, je pense que aller développer une application en utilisant des briques dans différents clouds, avec différents outils, bah là, en fait, ça va ben, augmenter vos coûts opérationnels, parce que ça va être compliqué de gérer tout ça. Vous allez devoir faire vos intégrations, vous allez devoir lier vos identités, donc ça va augmenter vos coûts opérationnels, mais alors surtout, ça va augmenter votre surface de risque de cybersécurité, puisque ben, chaque nouveau composant va avoir un risque intrinsèque de cybersécurité, de cyberattaque. Et donc, en fait, vous agrandissez votre surface d'attaque. Et donc, Mm. ben, ça entraîne d'office soit des coûts pour pouvoir garantir le même niveau de sécurité, soit ça vous affaiblit dans votre posture de sécurité, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir tout sur une même plateforme, mais de rester agnostique sur les modèles et pas de multiplier les plateformes. Ok, C'est parfait. Bah, mon ça avis. répond totalement à ma Ok. question. J'avais peut-être une autre question. C'était justement par rapport à ces modèles. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés. Est-ce que il faut être tout le temps, on va dire à jour, donc c'est mieux d'être toujours à jour, mais des modèles sortent tous les jours. Tu as plusieurs projets en même temps. Est-ce qu'à chaque nouveau modèle, il y a une remise en question sur est-ce qu'on utilise le bon modèle? Est-ce que c'est une bonne chose à chaque fois de se remettre en question? Est-ce que le nouveau modèle qui sort par rapport à la vitesse de réponse, par rapport à combien il coûte, est-ce qu'à chaque fois on doit se reposer la question, est-ce que j'utilise le bon modèle ou pas? Alors, je pense qu'il ne faut pas se reposer la question à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, hein, le rythme est effréné. Mais je pense que c'est bien. Donc, nous, on commence à voir les organisations les plus matures, hein, qui ont vraiment de l'IA en production pour répondre à des besoins métiers. Elles mettent en place des pratiques de LLM Ops. Hein, on parlait du DevOps, du DevSecOps. Ici, on est vraiment sur la gestion opérationnelle des LLM, des modèles de langage. Et donc, effectivement, c'est quand même intéressant dans ces pratiques de gestion quotidienne des plateformes IA d'avoir à certains moments une revue des modèles. Et on peut un peu automatiser, en fait. On va pouvoir automatiser les tests et les performances des modèles. Donc, en fait, si vous utilisez Azure, vous allez construire votre application. Mm. Nous, la couche API, donc l'interfaçage avec les modèles, on va le standardiser. Donc, peu importe si vous utilisez un DeepSeek R1 derrière, un, un GPT-5, la manière dont vous allez parler avec le modèle est standardisée. Donc, ça vous permettra de assez rapidement changer de modèle. Et alors, on peut faire des flux automatisés où ben, tous les X temps, on va aller greffer des autres modèles dans votre application et on va aller regarder certains métriques de performance. Est-ce que la qualité a augmenté? Est-ce que on a un taux d'hallucination qui a augmenté? Est-ce que les informations sont bien liées aux documents qu'on a utilisés pour construire et donc vous allez pouvoir en fait automatiser ce testing pour vous Et tu as faciliter le un peu la vie. comparatif entre chaque modèle alors du coup. Et alors La nous, on performance fait de chaque des modèle. benchmarks aussi. Et donc, en fonction de grandes familles de cas d'usage, on vous offre dans la même plateforme une vue sur quel modèle va être le plus efficient par rapport à quel autre. Mais je pense que si vous avez votre propre application IA, c'est toujours intéressant de pouvoir faire votre propre benchmark parce qu'une application n'est pas à l'autre. Mm. Et donc, peut-être que vous, ben, un modèle sera plus efficace pour vous versus un autre, quoi. Ok, parfait. J'ai une autre question, mais peut-être on va ressortir un petit peu du technique parce qu'on s'est plongé Ok, un petit peu dans pardon. le Ouais. technique. Non, j'ai posé des questions techniques, donc Ça va. c'est normal. Donc les projets ont été implémentés, ça fait déjà un petit temps que l'IA générative est sortie. Donc il y a eu ce grand lancement de projet IA. Maintenant qu'on a quand même un petit retour dessus,
Quels sont les projets, je ne sais pas s'il y a des projets qui ont raté, entre guillemets, ou qui n'ont pas bien démarré. Quels sont un petit peu les retours qu'on s'y attend pas forcément, des projets qui ont raté, et comment ça se fait qu'ils ont raté? Bah, il doit y en avoir, vu qu'on parlait tout à l'heure des 95% de projets, 90% ou 95% des projets qui échouent, projets IA qui échouent. Je sais pas si tu as vu les chiffres. Ah non, j'ai pas vu. Il- Bon, voilà, du coup, je vais peut-être pas te lancer là-dessus, mais il y avait des chiffres d'une étude du MIT qui disait Ok. 95% des projets IA qui échouent. Bah, c'est quand même beaucoup, quoi. Donc, Bah ça, je pense que ça nous ramène à la question du début, hein. Donc, bah si oui, vous ce que tu n'aviez pas disais. tous les bons ingrédients, effectivement, le taux de succès est fort amoindri. Ouais. Et si vous n'avez pas pensé à impliquer les bonnes personnes dès le début, ben aussi votre taux de succès est amoindri. Par exemple, si vous commencez à développer un outil IA et que vous n'avez pas pensé à impliquer les gens légaux qui vont regarder à la conformité européenne ou à la sécurité de l'information, et qu'on fait ça après coup, ben, à coup sûr, ils vont bloquer et votre projet il va tomber à l'eau. Il y a Mm. aussi un effet où j'ai vu pas mal de... Typiquement, on va avoir le patron ou quelqu'un assez élevé dans l'organisation, euh, dont les enfants, les petits-enfants ont dit c'est génial, et ils ont fait un peu des démos à un repas de famille, et ils sont bluffés, et ils pensent que ça fait de la magie. Et alors, ils reviennent dans leur organisation, ils invitent des prestataires externes. Voilà, moi je veux qu'on fasse tout ça par IA, etc. Ça, typiquement, c'est des projets qui... Ouais. Il faut pouvoir vraiment être réaliste en disant et prendre le temps, je disais, hein, de tester petit scope par petit scope et valider si oui ou non l'IA va répondre à un Oui, besoin d'avoir une précis. vision, une stratégie Ouais, pour ouais. l'utilisation de l'IA. Peut-être un sujet qu'on n'est pas intervenu, c'est par rapport à l'argent, justement, c'est un budget. Est-ce que certains projets, justement, arrêtent ou bien ne commencent pas parce qu'ils n'ont pas calculé le coût du projet IA que ça pouvait lancer, ou même parfois juste les licences, hein. Parfois, Ouais, un certain nombre de licences peut coûter vite très cher à des petites entreprises. Est-ce que ouais. c'est des choses que tu reprends quand tu expliques un projet ou quand tu souhaites mener un projet avec une entreprise? Oui, c'est clair. Donc l'IA, elle a un coût. Et donc va falloir pouvoir mettre en comparaison le coût de l'IA versus les gains. Et donc, ben, souvent, quand cet exercice-là n'a pas été fait, donc de se dire, ben, par exemple, dans notre stratégie d'entreprise, on va utiliser l'IA pour réduire les coûts. Donc, il va falloir mettre des KPI sur les projets et de vérifier que effectivement, on a un retour sur investissement qui est valable sur le projet. Quand cette composante-là n'a pas été prise en compte, ben, effectivement, on se retrouve avec des mauvaises surprises, et puis on a de l'IA qui ne sert pas à grand-chose, qui est un peu en décalage avec la stratégie de l'organisation, et puis ben, c'est des coûts un peu inutiles, quoi. Donc ça, on voit beaucoup. Et donc on incite, dès le début des projets, à déjà prendre en compte cette composante FinOps, de se dire, ben, il va falloir avoir vraiment une gestion FinOps, hein. Je parlais de Ouais, LLMOps, ouais. Ouais. Operations des finances. Donc vraiment pouvoir mesurer le coût de l'IA au fur et à mesure du projet, pouvoir mesurer les bénéfices qui sont apportés, etc. Ok, parfait. Après, les bénéfices peuvent être la qualité du service rendu. Et donc là, ben, il va falloir mesurer ça différemment. Et alors là, la question, c'est combien on est prêt à mettre en tant qu'organisation pour améliorer notre service. Oui, ou le bien-être des Exact. gens, des Ouais, utilisateurs aussi, c'est compliqué à ouais. Et ça, mesurer. typiquement, en secteur public, hein, un secteur que je connais particulièrement bien, c'est une composante importante. C'est de pouvoir dire on va améliorer le bien-être Ouais. des employés. Et là, pour revenir à ta question précédente, moi, j'ai eu une surprise. Donc, en fait, on avait regardé euh, avec un employé qui doit remettre des avis techniques sur des demandes de permis. Et donc, on avait vraiment, ça date d'il y a déjà 2 ans, je pense. Donc, c'était relativement le début. Euh, et donc, on a vraiment regardé son métier, quel est son raisonnement dans sa tête pour remettre un avis, etc. Et on a essayé d'aller infuser de l'IA pour l'aider dans son métier. Alors, premier apprentissage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle avait 20 ans d'expérience, c'est des domaines qui sont super techniques. À l'époque, on était sur du GPT 3.5, pour ceux qui connaissent. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on ne va pas pouvoir remettre un avis à sa place. Donc déjà, ça l'a rassuré, parce que Mm. la crainte du «je vais être remplacé par l'IA», elle était enlevée. Mais elle nous a dit: «Bah, en fait, moi, quand je reçois une demande de permis, parfois la demande, elle fait 800 pages et je dois aller chercher une information qui le demandeur a essayé de dissimuler dans la demande de permis parce que c'est pas en sa faveur, quoi.» Et donc elle doit vraiment lire les 800 pages. Elle dit: «Ça me pèse, en fait, parce que...» Attends. Et donc, bah, on a été lui mettre un petit outil où elle va pouvoir poser ses questions au dossier et on lui donne la réponse avec la section dans le dossier qui a été utilisée pour répondre, et elle va pouvoir facilement répondre. Et ça, elle nous a dit, ah ouais, ça c'est génial, ça me facilite vraiment mon quotidien. Ça, c'est des tâches qui sont à moindre valeur ajoutée, qu'on va pouvoir déléguer, et c'est Mm. super, ça me facilite la vie. Et là où je m'y attendais pas, deuxième apprentissage,
c'est qu'elle m'a dit, mais en fait, parce on lui a donné ça pendant quelques jours, en fait, il y a des moments, moi, dans ma semaine de travail, où je suis un peu plus fatigué, où je suis pas en forme, et j'ai besoin de faire des tâches qui sont un peu plus bêtes, où je dois pas vraiment réfléchir et avoir toute la valeur ajoutée d'un humain. Et le fait qu'on lui enlève ces tâches-là, elle disait, bah, en fait, je dois être à un haut niveau de performance sur toute ma semaine de travail, et donc mon vendredi soir, je suis épuisé. Et donc ça, c'était un apprentissage qui m'a un peu surpris, auquel je m'attendais pas. Parce que du coup, les tâches plus bêtes sont déléguées à l'IA et donc Ouais. elle les fait plus, elle fait que des tâches. À haute valeur ajoutée, Ouais, c'est ça. qui nécessitent plus de réflexion, Ouais. et donc, au bout du compte, qui sont plus fatigantes, quoi. Et donc, je pense que c'est intéressant de aussi prendre ces facteurs-là en Ouais, compte. de voir où Ouais, l'IA peut gagner du temps, c'est un des arguments. Bah, tu fais quoi du temps gagné, quoi, en fait? exact. Travailler plus ou... Et donc, on parle beaucoup de return on investment, vraiment avoir un retour financier sur les projets IA. Mais je pense que c'est intéressant de regarder un return on experience. Ouais. Donc, de se dire, ben, effectivement, il y a la composante financière, mais aussi il y a la composante bien-être au travail, satisfaction de l'employé. Et d'ailleurs, quand on fait des trajets d'adoption de Copilot pour 365, dans les sondages, les enquêtes qu'on fait à la fin des périodes de test, on va demander la question, je ne sais plus exactement comment elle est formulée, mais en gros, c'est est-ce que vous seriez OK si on vous enlevait la licence? Ah ouais, ouais, ouais. Et donc là, même si on va avoir des employés qui, à d'autres endroits de l'enquête, vont dire ça marche pas exactement comme je veux, etc., quasi tous, et là c'est vraiment systématique, partout où on voit, vont nous dire ah non, 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 mais il n'est pas question de m'enlever la licence. Hmm. Et d'ailleurs, il y en a quelqu'un alors dans l'administration publique aussi, qui avait mis en commentaire, je trouvais ça amusant, si on m'enlève la licence, je fais grève. Ouais. Mais c'était pas Microsoft qui avait dit... Enfin si, je Avec le pense que oui. café. Oui, avec le café, là. C'était un café Le par... free lunch. Le free Oui, lunch. Ouais. Ouais. retirer la licence contre un Un free lunch café. par semaine. Ouais, c'est ça. Ou un free lunch par jour même à la Et fin et après, c'était personne... un free lunch par jour. Ouais. Ouais, Il y avait aussi, donc effectivement, donc le prix de la licence, je pense au début quand c'est sorti, c'était aux alentours de 30 $ par mois par utilisateur, donc 1 $ par utilisateur par jour. Et donc il y avait l'idée du café, mais il y avait aussi l'idée du panier à fruits. Donc dans beaucoup d'entreprises, on investit dans un panier à fruits. Et grosso modo, c'est 1 € par employé. Et donc on demandait aux gens en fait, est-ce que vous préférez qu'on vous enlève votre licence ou le panier à fruits? Et les gens nous disaient tous, ben je préfère qu'on m'enlève le panier à fruits en fait. Et toi, tu réponds quoi? Je vais quasi jamais au bureau, ouais. Et on a un panier à fruits, mais j'y vais jamais. Mais non, moi, Copilot, dans mon quotidien, je pourrais plus m'en passer, ouais. Mais du coup, ça j'avais une autre question, parce que parfois, ces gens n'ont pas accès à ces outils parce que Ouais, l'entreprise ne donne pas accès. Donc, on est face à du Shadow IT, donc ici de l'AI IT. ouais. Shadow Shadow AI, AI, Shadow ouais, AI. J'ai exact. un peu inversé les termes. Est-ce que tu retrouves souvent, est-ce que les gens, quand tu vas dans les entreprises, quand tu vas dans les administrations, euh, le reconnaissent au moins qu'ils utilisent, ou bien parfois ça reste quand même quelque chose qu'ils essayent de cacher parce qu'ils l'utilisent et ne savent pas le mettre en place. Ça dépend un peu qui est dans la salle quand tu poses la question. Ok. S'il y a leur ligne hiérarchique, en général, ils vont peut-être un peu être plus frileux à dire. Mais donc, effectivement, quand il n'y a pas la ligne hiérarchique, si on demande est-ce que vous utilisez ce type d'outil avec des données du travail, quasi tout le monde nous dit oui. Parce qu'en fait, alors, donc il y a des gens qui sont pas du tout confrontés à l'IA et qui l'utilisent même pas dans leur vie privée, donc eux, forcément non. Mais pour ceux qui utilisent l'IA dans la vie privée et qui, au bureau, on ne leur donne pas un outil similaire ou presque, bah, ils vont être frustrés et ils vont utiliser des outils Shadow IA, du coup, des outils à vocation vie Personnel. privée, Ouais. personnelle, pour des données d'entreprise, ce qui est évidemment plus que déconseillé. Et tu as un petit peu ce retour-là, malgré par exemple que vous mettiez une licence copilote, qui continue à utiliser d'autres outils par préférence, par habitude, ou tu as déjà un peu moins ce retour-là? Oui, je pense que vraiment les early adopters de ChatGPT, on a les gens qui sont fans de ChatGPT, tu pourras pas les... Et c'est assez logique, hein, quand on regarde ChatGPT, c'est toujours un peu les premiers, hein, les belles innovations, c'est souvent eux qui arrivent avec. Et donc effectivement, les gens qui sont à fond dans le truc, ben, c'est compliqué après de leur dire, ben, on va donner un outil qui va prendre un peu plus de précautions parce qu'on est dans un contexte professionnel. Et je m'en fous des précautions, moi je veux la Ouais. créativité de l'outil. Par contre, Copilot, le fait qu'on lui donne accès à toutes les données d'entreprise de l'employé et que ce soit nativement intégré dans ses outils de travail, bah là, il y a une vraie valeur ajoutée parce que ça va éviter à la personne de faire des copier-coller dans tous les sens. Et donc, en général, ces utilisateurs-là, ils vont souvent utiliser les deux.
Ok. Et c'est compliqué ça pour justement, tu sais, la collab Microsoft OpenAI, de prendre un modèle OpenAI 5.1, de l'adapter pour Copilot, et après en plus chez nous en Europe, de l'adapter pour la réglementation européenne. C'est Donc, on collabore avec OpenAI. Donc, on a un partenariat hein, qui vient de changer d'ailleurs ces dernières semaines. Et donc, avant, on avait l'exclusivité sur leur modèle. Et donc, on collaborait avec eux en amont de la sortie des modèles pour être ok, sûr justement que nous, on soit prêts le jour où le modèle sort. Si je prends l'exemple de GPT-5, ouais. il est sorti le même jour sur l'outil ChatGPT versus Copilot. Et donc, ben, on travaille en amont en fait de la sortie pour être sûr que ça puisse s'intégrer dans notre écosystème. Par rapport à l'Europe, donc nous, on garantit une conformité de nos outils aux réglementations européennes. Et donc, effectivement, on a des processus avant qu'on sorte un outil, on a des processus qui vont, un AI board, ce genre de choses, qui vont aller vérifier que effectivement tous les cases réglementaires soient cochées, quoi. Ok. Et du coup, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est dans le cadre de cette modification de partenariat, mais dans Copilot, on va pas avoir aussi la possibilité de choisir le modèle, Ouais, par exemple Claude ou ce genre de choses. ouais, donc aujourd'hui, il y a la possibilité d'utiliser Claude d'Anthropic Ouais. dans Copilot. Alors avec un petit caveat, un gros caveat pour les entreprises européennes, c'est que le partenariat qu'on a avec Anthropic, il est différent de celui qu'on a avec OpenAI. Donc, on ne va pas prendre leur modèle qu'on va faire tourner dans nos infrastructures. Et donc, si vous utilisez Claude au sein de Copilot, au, au moment donné, donc en fait, quand vous posez une question à Copilot, la première chose qui se passe, avant même de demander à l'IA, au modèle, c'est qu'on va aller faire une recherche sémantique sur tous les documents auxquels vous avez accès, vos emails, vos conversations Teams, vos enregistrements de réunions auxquels vous avez participé, etc. On va aller chercher tous les morceaux de documents, tous les morceaux de réunions, etc., qui sont sémantiquement proches de la question. Ça veut dire proches dans le sens. Donc on n'est pas sûr que la réponse s'y trouve, mais sémantiquement, on est dans le même champ lexical, donc il y a des chances que ça s'y trouve. Donc on va aller chercher X morceaux de documents, et puis en arrière-plan, hein, donc ça c'est invisible pour l'utilisateur, Copilot va aller interroger le modèle d'IA en disant, voilà la question initiale de l'utilisateur, voilà les morceaux de documents que j'ai trouvés, construit sa réponse sur base de ça. Et c'est ce prompt modifié que nous, on ne voit pas en tant qu'utilisateur, qui va être envoyé au modèle de langage. Et donc, dans le cas d'Anthropic, ça part chez eux. Et donc, on n'est pas à même de donner les mêmes Ah oui, d'accord. protections sur la donnée, le fait que ça reste en Europe, etc. Dans ce cadre-là, puisqu'on n'a plus le contrôle, ça part chez eux. Donc ça, c'est important. Et donc, du coup, par défaut, c'est pas quelque chose qui est activé. Donc, ça, c'est quelque chose, l'entreprise doit être consciente de ces risques et elle doit proactivement, les administrateurs doivent proactivement activer cette option. Oui, une question ici. Ouais. Ça veut dire que Copilot va rester une IA généraliste. J'entends par là, il y a des modèles qui sont spécifiques. Alors, je ne sais pas, peut-être pour de l'analyse financière, j'entends Ouais. un truc comme ça. Est-ce que demain, on va avoir la possibilité d'utiliser Copilot aussi sur des modèles qui seraient entraînés pour ça, et améliorés pour ça, ou la vocation à rester complètement généraliste, comme un ChatGPT aujourd'hui? Ouais. Je Vous voulez répète juste la répéter là, question, ouais. est-ce que Copilot va rester un modèle généraliste ou la possibilité d'avoir un Copilot spécifique? Pour un métier. Ouais. En dehors des agents. Ouais. Oui, Alors ouais, c'est ça. j'aime beaucoup la question parce que effectivement nous notre vision, on appelle ça le concept de l'entreprise frontière, frontier firm. Donc si vous voyez cette Ouais. terminologie Ouais. donc aujourd'hui l'idée c'est de se dire ben on doit faire en sorte de démocratiser l'IA pour tout le monde parce que le risque c'est que on se retrouve avec une société à deux vitesses. Donc on est une partie des employés qui sont familiers avec les outils d'IA qui vont devenir de plus en plus performants et on a ceux qui ne le sont pas qui vont en fait être de plus en plus à la ramasse, à l'écart par rapport à. On veut éviter ça. Donc nous on travaille sur le fait qu'on veut démocratiser l'IA. Donc, par exemple, Copilot Web, la version juste pour interroger le web, c'est quelque chose qui est inclus par défaut dans Ouais. toutes nos licences M365. Pour revenir à la question initiale, donc nous, notre volonté dans le Frontier Firm, c'est de dire que la première étape, on va avoir un assistant généraliste qui va m'aider dans mes tâches généralistes de productivité, mais effectivement, on va pouvoir le spécialiser. Donc moi, si je suis un profil de commercial, ben, je vais avoir accès via Copilot à des agents qui sont spécifiquement faits pour mon métier de commercial. Et donc c'est transparent pour moi en tant qu'utilisateur. Copilot, c'est notre vision. On veut que Copilot devienne la porte d'entrée pour l'interaction entre un humain et l'IA.
Et donc, je pose ma question, Copilot va faire le filtre. Ah, ça, c'est une question de type financière, c'est une question de type commercial. Ah oui, ok. Et il va faire appel en arrière-plan aux outils, aux modèles qui sont plus à même de répondre à ces tâches-là. Sans que toi, tu dois appeler l'agent explicitement. Exact. Ok. Donc, c'est Copilot qui va faire le routage et qui va faire la sélection des agents. Donc, ça, c'est notre vision. Et alors, on va aller plus loin que ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'on va, là où on va avoir vraiment une grosse valeur ajoutée pour les entreprises, c'est d'aller mettre de l'IA dans les processus métiers. Et donc, c'est d'avoir des processus métiers qui vont être fonctionner de manière autonome, avec un humain qui va juste être en contrôle. Et donc, de temps en temps, quand le process métier va être fait par des IA différentes qui vont collaborer entre elles, on va avoir besoin d'une validation d'un humain. L'IA va aller demander la validation de l'humain via Copilot. Et donc, ça permet de garder l'humain dans la boucle, human in the loop, mais de tout doucement se diriger vers notre société frontière, où les processus sont faits de manière autonome, avec supervision humaine par l'IA. Alors, on a encore assez peu de sociétés qui en sont là, hein. Donc c'est quelque chose vers lequel on va et on essaie d'accompagner nos clients à aller vers ça. Aujourd'hui, on est encore très fort dans le stade où je suis un humain, j'interagis avec une IA pour m'aider dans mon processus métier qui n'est pas forcément lié avec mon assistant IA. C'est un peu ce que j'avais posé comme question. Est-ce que c'est beaucoup adopté ce style d'agent? Et si oui, qui les crée? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est toujours l'équipe IT qui les crée ou est-ce que parfois il y a même des RH qui créent ces agents-là pour eux? Est-ce que tu as déjà vu ce genre enfin, d'agent utilisé directement en entreprise ou pas? Alors, je pense qu'en Belgique, on n'est pas les champions du monde en adoption rapide d'outils technologiques. Donc, effectivement, ce n'est pas des choses que je vois régulièrement, des entreprises où il y a des systèmes agentiques qui font complètement le processus métier. Pourtant, c'est demandé, hein. Oui. Enfin, Toutefois, ça commence. Et ça commence avec des cas un peu simples. Et là, pour répondre à ta question, on va avoir deux types de technologies. Donc, on va avoir des technologies qui vont être vraiment plutôt à destination de développeurs. Et donc, les développeurs vont faire les systèmes et il va falloir une vraie expertise en développement en IA pour pouvoir faire ce type de système. Mais on a aussi ce qu'on va appeler le low-code, no-code. Donc, c'est une plateforme pour permettre à des utilisateurs métiers, alors pas n'importe quel utilisateur métier, un utilisateur métier qui a quand même reçu une petite formation ou qui est un peu plus geek, qui a un peu plus, qui a envie de chipoter avec ce genre de choses. ouais. Une plateforme où, en fait, l'IT a mis en place un cadre de gouvernance avec une sécurité de l'information, etc., a mis en place des connecteurs vers des outils de type ERP, CRM, etc., et le métier va être libre de créer son système agentique lui-même. Et donc, je prends un exemple. On travaille ici avec un client pour faciliter. Donc, c'est une administration publique qui fait des appels d'offres. Et puis, une fois que le marché est sur le marché, il y a des réponses. Et donc, ils veulent de l'aide pour pouvoir analyser les réponses, pouvoir disqualifier ceux qui ne répondent pas à tous les critères, etc. Et donc là, l'idée, c'est l'IT en partenariat, puisque c'est un peu le début, avec le métier, donc vraiment l'équipe achat, de pouvoir co-construire les premiers systèmes agentiques pour faciliter ce processus-là. Mais l'idée à terme, c'est que l'IT sortir et que l'équipe achat elle-même puisse faire ses agents pour répondre à ses besoins métiers, puisque c'est finalement elle qui connaît le mieux ses besoins métiers. Parfait, je vais encore tout une question, mais je vois que la régie me montre qu'il reste 2 minutes. Donc, je sais pas s'il y a des questions dans la salle, une petite Oui, on va rapide question privilégier ou les autre. questions aussi. Je sais pas, de toute façon, tu es encore là juste après le live. Yes. Sinon, on profitera de toi par la suite. Mais déjà, un grand merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. On se connaît très bien, mais ça fait toujours plaisir de te revoir pour ce genre de questions. C'est clair. Si jamais on a ce genre de questions, enfin, peut-être plus poser Microsoft ou d'autres questions, on te contacte par mail, LinkedIn ou autre, comme tu préfères. Je pense que le mieux, c'est que vous routiez vers moi. Ok, on va ok, directement top. vers toi. On envoie ça directement, donc aucun souci par rapport à ça. Mais un grand merci, je pense que c'est un mot de la fin. David, c'est toi qui fais Non, les tu l'as conclusions. bien J'ai pris fait, la t'inquiète. conclusion Non, ici. franchement, merci, c'était super On intéressant. aura une prochaine, c'est la dernière de l'année, hein, je pense, la prochaine. Il y en a encore une, j'ai plus la date, 19 décembre. 19 décembre. Je pense que ce sera Aurélie qui mènera un petit peu la discussion. Donc, c'est la dernière de l'année que Guillaume et moi faisons, hein. Je regarderai. Très ravis par rapport à c'était ça. intéressant, Donc, c'était cool. ce que je peux inviter, c'est, je sais pas si on peut souhaiter joyeux Noël et bonne année à ce stade-ci. C'est peut-être un peu tout le monde, tôt, bonne année. mais je le souhaite quand même parce qu'on ne se reverra pas d'ici là, sauf peut-être durant un webinaire. Mais du coup, merci Antoine, merci Guillaume. Merci à vous. Ouais, merci à C'était vous, très Guillaume. chouette. Ouais, Et très à la intéressant. prochaine. Merci Salut. beaucoup. Merci.